Montréal en 2025. L'image qui nous vient en tête, c'est celle d'un immense chantier. Ah oui, des grues partout, dans le ciel, des cônes oranges. Les cônes oranges, c'est presque notre emblème. Mais, blague à part, au-delà de cette effervescence, on a voulu voir ce qui se passe en dessous. Quelles sont les grandes tendances qui dessinent vraiment la métropole de demain? Pour y voir plus clair, on a vraiment épluché une pile de rapports, de bilans, de projections. Bref, tout ce qui couvre l'année 2025. Et la mission, c'était de trouver le fil conducteur. C'est ça. Relier les points entre des dizaines de projets qui, à première vue, là, semblent pas avoir de lien. Et ce qui en ressort est assez fascinant. Oui, en lisant tout ça, j'ai l'impression qu'il y a comme trois grandes histoires qui se racontent en même temps. Mhm. D'abord, une ville qui se réconcilie avec son eau, avec la nature, de façon assez spectaculaire. Oui, Ensuite, un marché immobilier en plein bouleversement, plein de paradoxes. Et puis, une économie, une culture qui montre une vitalité assez surprenante. c'est exactement ça. Et ces trois axes, ils sont liés, ils s'influencent. C'est une transformation en profondeur qui va bien au-delà de la construction de quelques tours à condos. D'accord. Alors pour bien comprendre, je pense que le mieux, c'est de commencer par ce qui est le plus visible, le plus concret pour tout le monde. Hmm. Cette nouvelle relation de Montréal avec la nature. On parle beaucoup de verdissement, mais ce qui frappe dans les documents, c'est vraiment l'ampleur. On a le grand parc de l'Ouest Plus de 3000 hectares. et le pôle nature Rivière des Prairies, un parc linéaire de 21 km. C'est pas juste des nouveaux parcs, on s'entend, hein. Il y a une stratégie derrière. Tout à fait. Ce ne sont pas des projets isolés, ça s'inscrit dans une vision plus large qu'on appelle la ville éponge. La ville éponge. L'idée est simple, en théorie, un peu plus complexe en pratique, c'est de faire en sorte que la ville, au lieu de juste évacuer l'eau de pluie dans les égouts le plus vite possible, Ce qu'on a toujours fait. exactement, ben là, on veut qu'elle apprenne à l'absorber, à la retenir, à la gérer sur place. C'est une réponse directe au changement climatique, aux inondations qu'on voit de plus en plus. Et on a un exemple très concret de ça, qui a été inauguré cette année d'ailleurs. Oui, le parc Pierre Bédard dans Mercier-Hochelaga Maisonneuve, c'est le plus grand parc éponge de la ville. Il a été conçu pour pouvoir absorber 5700 mètres cubes d'eau. 5700, ça représente quoi concrètement? Pour se faire une image, c'est plus de 2 piscines olympiques d'eau qui, autrement, se retrouveraient dans les rues, dans les sous-sols. Ah oui, d'accord. Et ce concept-là s'étend maintenant aux ruelles bleues qui viennent s'ajouter aux ruelles vertes qu'on connaît déjà. Attendez une seconde. Dans les notes, il y a un chiffre qui m'a fait sursauter. On parle d'un retour sur investissement. Ce n'est pas juste une dépense verte pour se donner bonne conscience. Loin de là. Et c'est peut-être l'aspect le plus convaincant. Les études sont formelles. Chaque dollar investi dans ce type d'infrastructure Oui, permet d'éviter entre 4 et 8 dollars de dommages potentiels liés aux inondations. 4 à 8 dollars. C'est un rendement de hedge fund. C'est On parle d'un retour de 400 à 800%. c'est ça, Ça change complètement la perspective. Ce n'est plus une dépense, c'est un placement. précisément. Et au-delà de l'aspect purement fonctionnel, cette reconnexion avec l'eau transforme aussi notre façon de vivre la ville. Montréal redécouvre son identité insulaire. Ah oui, ça, c'est visible à l'œil nu. Ah. J'ai vu des gens faire du surf sur les rapides de la Chine l'autre jour. C'est quand même fou. C'était surréaliste. Le kayak sur le canal, les plages urbaines qui se multiplient à Verdun, Pointe-aux-Trembles, Cap-Saint-Zac, c'était impensable il y a 10-15 ans. Et la demande est explosive. La fréquentation de ces parcs sur le bord de l'eau a bondi, jusqu'à 150% dans certains cas. Waouh. C'est que pour répondre à ça, la ville a débloqué un budget de 85,8 millions de dollars juste pour réhabiliter 10 km de berges. L'objectif, c'est d'offrir des grandes marches sans souci au bord de l'eau. C'est une belle image. Et j'imagine que cet engouement a des effets en cascade. Meilleure santé, cohésion sociale, mais aussi une pression sur l'immobilier, j'imagine. Inévitablement, embellir un quartier, le rendre plus agréable, plus résilient, ça fait grimper la valeur des propriétés. Et parlons de valeurs immobilières qui grimpent. Ce n'est pas juste au bord de l'eau, c'est partout. Et les chiffres sont vertigineux. On parle d'une hausse de 38,8% pour les maisons unifamiliales en 3 ans. C'est énorme. Mais c'est sur le marché locatif que la situation devient vraiment contre-intuitive. Oui, on a un paradoxe fascinant en cette fin d'année 2025. D'un côté, le taux d'inoccupation remonte à 2,9%. Donc, on se rapproche de l'équilibre du marché, qui est à 3%. Exact, il n'y a plus de logements disponibles. Mais là, il y a quelque chose qui cloche. Si plus de logements sont libres, la pression devrait baisser, les prix devraient se calmer.
Logiquement, oui. Or, les rapports disent que le loyer moyen, lui, a bondi de 7,2% cette année. Comment c'est possible? C'est là que ça devient intéressant. L'analyse montre que la hausse n'est plus tirée par la rareté des logements pour les nouveaux locataires, comme avant. D'accord? Elle est maintenant alimentée par les ajustements de loyer sur les baux existants. On se retrouve avec un marché à deux vitesses. C'est-à-dire? Les logements neufs luxueux dans les nouvelles tours y peinent à trouver preneur. Les promoteurs offrent des mois gratuits. Mais à l'autre bout, le logement abordable, lui, reste une denrée rarissime. Et cette tension, on la voit dans les grands projets de développement qui sont presque tous arrimés au REM. On pense à Pointe-Claire, Mhm. où l'immense stationnement du centre Fairview est en train de devenir un tout nouveau centre-ville. Mixte, oui. Logement, bureaux, commerce. La première tour résidentielle est lancée. On assiste en direct au passage de la banlieue de l'auto à un pôle de vie complet. C'est fou! Et on voit la même logique, mais à une échelle encore plus grande à l'île des Sœurs. Un nouveau plan d'urbanisme vient d'autoriser une densification massive autour de la station du REM. Massif comment? On parle d'ajouter jusqu'à 4000 logements, avec des tours qui pourraient atteindre 30 étages. 30 étages? Waouh! Ça doit faire grincer des dents, j'imagine, que les résidents qui ont acheté là pour la tranquillité. Ne sont pas tous en train de sabrer le champagne, non? Est-ce qu'on sent de la résistance face à ça? Absolument. C'est le défi central de la densification. Les documents parlent de consultations publiques houleuses. La crainte, c'est de perdre l'âme du quartier, de voir les services publics surchargés, la circulation. L'enfer. C'est ça. La ville essaie de répondre en exigeant que les promoteurs contribuent au financement de ces services, mais la tension est là. C'est un équilibre très délicat. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'au milieu de tous ces projets de condos, on voit aussi une préoccupation sociale qui émerge. La densification, c'est pas que du luxe. Heureusement non. Il y a des contre-exemples vraiment notables. À Griffinton, juste à côté du REM, il y a le projet Le Cardinal de l'organisme Utile, Ah oui, qui va offrir 285 logements spécifiquement pour les étudiants à des prix abordables. Ou à la Chine, un projet de cohabitation de 58 unités va mélanger condos et locatifs abordables. avec un espace commun, c'est ça, hein? Exactement, une immense maison commune de 10 000 pieds carrés pour justement tisser des liens entre les résidents. Et on ne fait pas qu'au construire du neuf, on réinvente aussi des bâtiments qui étaient un peu laissés à l'abandon. Oui, et c'est une tendance forte. L'ancien hôpital chinois dans Villeray qui était vide depuis 1999. Presque 30 ans. Mais il est en pleine transformation pour devenir un lieu d'hébergement pour des adultes avec des problèmes de santé mentale. C'est un projet magnifique. Mais l'exemple le plus ambitieux, c'est sans doute l'écoquartier Louvain à Ahuntsic-Cartierville. Celui-là, il est particulier. L'approche est différente. Très différente. Le projet vise 800 à 1000 logements, mais l'objectif, c'est au moins 50% de logements sociaux et communautaires. La moitié. Et pour y arriver, la stratégie est radicale. La ville a décidé de soustraire le terrain à la spéculation privée. Elle le cède à un OBNL. C'est un changement de paradigme. On ne subventionne pas juste l'abordabilité, on la garantit à perpétuité. C'est un modèle qui pourrait vraiment changer la donne. Toute cette densification, tous ces nouveaux quartiers, ça ne fonctionne que si le transport suit. Ce qui nous amène évidemment au prolongement de la ligne bleue. Et ce qui est remarquable avec ce projet, avant même la première pelletée de terre, c'est la symbolique. Les noms des 5 futures stations viennent d'être annoncés. Oui, j'ai vu ça. C'est très puissant comme geste. C'est comme si on érigeait des monuments, mais des monuments que des dizaines de milliers de personnes vont utiliser chaque jour. Et l'impact attendu est colossal, je suppose. Les projections sont énormes, hein. 25 000 nouveaux logements le long de l'axe, et on prévoit entre 20 000 et 25 000 usagers par jour. Forcément, un tel dynamisme, ça agit comme un aimant à investissement. Et ça vient de plus en plus des États-Unis, on dirait. Oui, le REM et la ligne bleue, c'est un peu comme un immense panneau lumineux qui dit « Montréal est ouvert aux affaires ». C'est ça. Des entreprises de pointe en IA, comme l'American Coir, viennent d'ouvrir de gros bureaux ici. Ça renforce notre pôle mondial. Mais ce n'est pas que la haute technologie, et c'est ça qui est fascinant. J'ai vu cette note sur une école de brassage de Chicago. Ça semble anecdotique, mais ça en dit long, non? Exactement. Le Siebel Institute of Technology, c'est une institution quasi légendaire dans le monde de la bière, fondée en 1872. Waouh! Ils ont annoncé qu'ils déménageaient de Chicago à Montréal à partir de 2026. La raison officielle ? Montréal offre un environnement plus simple et plus accueillant pour leurs étudiants internationaux. C'est une confirmation très concrète que l'attractivité de la ville va au-delà des impôts. C'est la qualité de vie, l'ouverture. C'est ça qui attire les talents et le savoir. Et pendant que la ville attire de l'étranger, il y a un mouvement parallèle qui se renforce de l'intérieur.
une sorte de consolidation de l'économie locale. Oui, et une étude récente a mis un chiffre là-dessus. Les produits certifiés fabriqués au Québec génèrent 7,6 fois plus de bénéfices économiques pour le Québec 7 fois plus. et soutiennent 3,5 fois plus d'emplois. Et, le plus important, les consommateurs québécois le savent et sont prêts à payer un peu plus cher pour ça. Donc le fait ici n'est plus juste un argument patriotique, c'est devenu une stratégie d'affaires en béton. Absolument. Et cette vitalité, on la retrouve aussi dans la culture, qui est elle-même un moteur économique. Prenons la gastronomie. Ce secteur représente plus de 75 000 emplois à Montréal. Le musée McCord présente justement une exposition qui retrace son histoire et c'est fascinant. C'est le reflet direct des vagues d'immigration. Le smoked meat, les bagels, De la communauté juive, oui. La pizza des Italiens, le souvlaki des Grecs, et puis Expo 67 a tout accéléré, a ouvert la ville au monde entier. c'est la même histoire pour la communauté sino-montréalaise dont on a tendance à réduire l'apport au quartier chinois alors qu'elle est partout. Partout. Des associations de bien-être comme celle de La Salle, qui célèbre ses 30 ans avec des cours de tai chi, qui sont de vrais lieux d'intégration, ou des personnalités qui rayonnent dans tous les domaines, l'artiste Karen Tam, la politicienne Cathy Wong, l'entrepreneur Winston Chan. C'est ce tissu humain qui fait la richesse. Et cette richesse, on la voit aussi dans la manière, plus mature, dont la ville traite son patrimoine. On ne démolit plus systématiquement, on réinvente. Heureusement. La ville a compris que son âme est aussi dans ses vieilles pierres. Le Bain Mathieu, cette magnifique piscine de 1931, est devenu un lieu événementiel unique. C'est vrai. Ou l'édifice Groover, une ancienne usine textile qui est aujourd'hui un pôle créatif qui abrite plus de 200 artistes et artisans. C'est la preuve que la culture et le patrimoine, ce n'est pas un fardeau. C'est un actif qui génère de la vie, du sens et de l'économie. Alors si on essaie de rassembler tous les morceaux du puzzle, 2025 pour Montréal, c'est l'année où les grands chantiers ne sont plus seulement faits de béton. Mhm. C'est une ville qui se redessine en embrassant son fleuve, qui se densifie autour du transport, mais qui le fait avec une conscience sociale et culturelle de plus en plus forte. Au fond, ce qu'on voit, c'est que Montréal investit sur deux fronts en même temps. Il y a l'infrastructure dure, Le REM, le métro, les parcs éponges, c'est ça. Et puis, il y a l'infrastructure douce qui est tout aussi cruciale. Le soutien aux organismes communautaires, les modèles de logement social innovants, la mise en valeur du patrimoine. c'est une vision beaucoup plus complexe que la simple image d'Écon Orange finalement. On dirait qu'on a enfin compris que l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre pour créer une métropole où il fait vraiment bon vivre. Et tout ça, ça mène à la question de fond pour la prochaine décennie. Laquelle? Avec tous ces changements, quelle sera la véritable signature de Montréal en 2035 ? Est-ce que ce sera sa résilience écologique ? Sa technologie de pointe ? Ou bien, et c'est peut-être plus subtil, sa capacité unique à intégrer ces si nombreuses communautés au cœur même de sa croissance ? C'est peut-être ça, au fond, le plus grand chantier de tous, celui qui est invisible.